Nous sommes le 7 août, mes amis. Ça fait donc 3 mois exactement qu'Emmanuel Macron a été élu à l'Élysée. On se souvient du nouveau président en marche vers le carrousel du Louvre au soir de la victoire. On se souvient de cette passation de pouvoir à la mise en scène si bien huilée une semaine plus tard. Et après, je vais vous demander de dresser votre bilan de 3 mois de présidence Macron. Vous voyez arriver les vraies réformes de fond ou bien on est juste sur des mesures éparses servies par une communication qui se veut étudier, Ludovic Vigogne? Pour moi, le bilan de ces 3 mois n'a pas une couleur uniforme. C'est-à-dire que les débuts sont plutôt très réussis. Vous parliez de la passation de pouvoir, la réception de Poutine, la réaction à la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Tout ça, on montrait que plutôt Macron était tout de suite dans les habits du président, faisait montre d'une autorité, d'une dextérité plutôt assez remarquable. Ces 39 ans aussi jouaient beaucoup. On avait l'impression qu'à l'étranger, il y avait vraiment une autre image de la France et que tout ça générait un autre climat. Et puis il y a quelque chose qui s'est déréglé, il y a quelque chose qui a basculé. Pour moi, ça remonte au début juillet, quand Emmanuel Macron décide de s'exprimer au Parlement, à Versailles, quand le lendemain, Édouard Philippe, son discours de politique générale, comme il se doit, et puis qu'après, Emmanuel Macron corrige un peu ce qu'avait dit Édouard Philippe. Et là, voilà, alors, par la suite, les choses se sont un peu enchaînées de manière plus chaotique, moins claire, plus déréglée, et au final, on a un peu le sentiment qu'on est revenu à un peu business as usual, quoi. On avait l'impression que on était rentré dans une autre époque, la France avait changé d'air, et puis en fait, peut-être pas. Donc ça veut dire que quand il était sur la scène internationale, c'était bien, et quand il s'est heurté à la réalité française, ça s'est déréglé, Guillaume Perrault? On peut dire ça. Beaucoup de Français, en effet, ont accueilli avec satisfaction le fait qu'il ait redonné une certaine dignité à la fonction présidentielle. Il y avait un effet de contraste très fort avec François Hollande. Mais c'était le minimum du minimum qu'on attendait de lui, et ça n'a pas suffi. Et pour les questions économiques et sociales qui sont effectivement, ou en matière de sécurité ou d'immigration, qui sont évidemment moins consensuelles, plus difficiles à la société française, elle n'allait pas changer du jour au lendemain. Et les difficultés que tous les prédécesseurs de Macron ont eu à affronter, il n'allait pas se volatiliser simplement pas à cause de l'état de grâce relatif dont il a bénéficié. Alors, si on met de côté, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Ludovic, mais si on met de côté ce qui touche à l'homme, Macron, et qu'on considère froidement les mesures qu'il a prises, je ne vois aucune réforme de fond menée à son terme dans les 90 jours qu'on vient de vivre. Rien mené à son terme. D'accord. Donc la moralisation, tout ça, c'est pas fini. Il y a quelque chose qui a été engagé, qui est la réforme du Code du travail, qui est important, qui est délicat. On est obligé de réserver son jugement, puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner. Ça, c'est le seul dossier lourd qu'il a engagé. La moralisation, c'est à mes yeux quelque chose de secondaire. On peut en parler, mais ce qu'il y avait dans le projet de loi, c'est pas une attente fondamentale de la société française. C'est pas ça qui va débloquer la situation de notre pays. Et donc, globalement, je suis assez sévère. C'est décevant de la part de quelqu'un qui, on peut pas dire qu'il avait beaucoup promis d'ailleurs. Il n'a pas vraiment beaucoup promis. On a dit toute la campagne qui ne touchait pas le fond, si je puis dire. Oui, mais il avait quand même suscité, je veux dire, en termes de mesures précises, il n'avait pas, c'était assez creux. Son style a séduit une fraction assez typée de la société française. Il a gagné, très bien, mais la bienveillance que beaucoup de avait envers lui et s'effrite à vitesse grand V, comme on le sait depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous dites, vous, Lara Marleau? Moi, je trouve que mes collègues sont trop durs avec Emmanuel Macron. Je pense que déjà, il a redonné à la France une stature internationale qui lui manquait beaucoup ces dernières années. Ça, c'est énorme. Je sais qu'en Irlande, où je viens de passer mes vacances, on voit le nouveau Taoiseach, le nouveau Premier ministre, qu'on l'appelle l'Emmanuel Macron de l'Irlande. Tout le monde vous envie Emmanuel Macron et vous l'appréciez pas. En Amérique, il est vu comme un symbole pour les opposants à Donald Trump, ce qui vous montre un peu la stature qu'il a. Donc ça c'est pas mal. Et puis pour les droits des femmes, quand on sait qu'il y a maintenant presque 39% de femmes à l'Assemblée nationale alors qu'il y en avait 27%
auparavant, ça c'est énorme. C'est vraiment un résultat important et qui est dû à Emmanuel Macron. Or, pour tout ce qui est politique intérieure, que ce soit un peu allaitant, qu'il y a eu des erreurs de communication, c'est vrai que réduire l'aide pour le logement de 5 € par mois pour tout le monde en même temps qu'on annule l'ISF sur les actions, c'est un peu malhabile. Bon. On nous l'envie, Ludovic Vigogne. Oui, incontestablement. Je pense qu'au niveau international, il a réussi ses premiers pas et ça a été remarqué. C'est pas qu'on ne l'apprécie pas, mais il y a aujourd'hui l'ombre d'un doute. Emmanuel Macron a fait un choix qui est celui finalement d'expliquer peu sa politique, d'être un peu inaccessible même dès le soir de sa victoire. Hein. Le carrousel du Louvre était une bonne illustration de ça. Arrivé seul ainsi, alors c'était très réussi, ça lui permettait de tout de suite rentrer dans les habits du président, mais néanmoins, il n'a pas beaucoup parlé, il n'a pas fait de grandes interviews, il a préféré s'exprimer au Parlement à Versailles un lundi après-midi, ce qui n'est pas le meilleur moyen de toucher les Français, et de tenir en plus un discours un peu intellectualisant, pas accessible pour tout le monde et pas très concret. Donc c'est ça qui a un peu déstabilisé. Et puis aussi parce que finalement, vous faisiez allusion par exemple à l'APL, c'est une mesure qui est sortie comme ça du chapeau, tout à coup, qu'on n'a pas vu venir, qui n'a pas été expliquée, qui n'a pas été mise dans un cadre général, et on a eu l'impression que c'était quelque chose qui aurait pu se produire sous la présidence Hollande ou la présidence Sarkozy. Guillaume Perrault, oui. J'ajouterais qu'il y a eu le syndrome de la grosse tête. Chez lui et dans une partie de son entourage, il n'est pas le premier. Non. Il n'est pas le premier, mais c'était quand même très visible. Et là, je pense que Jupiter, puisqu'il a souhaité employer l'adjectif jupitérien pour qualifier sa présidence, doit s'efforcer de rectifier le tir. Mais c'est surtout le fond, moi, qui me préoccupe, j'y reviens. Qu'est-ce que veut vraiment Emmanuel Macron pour la France? Je serais bien incapable de vous répondre. Je ne sais pas quel est l'axe essentiel de sa politique. Je ne sais pas quel est son projet pour la France. Et justement, Lara Marlowe, est-ce qu'il a intérêt à nous l'expliquer, cet axe, et à sortir de cette parole rare et à descendre un peu dans l'arène? Tout à fait. D'abord, pour répondre à Guillaume, je pense savoir ce qu'il veut pour la France. Il veut une économie libérale, libérée, où les gens ont intérêt à où travailler, ça paie plus que recevoir l'assistance. Par exemple, pendant la campagne, j'ai appris que les agriculteurs, il y en a qui gagnent, il y a un tiers des agriculteurs, c'est d'après la FNSEA, qui gagnent moins de 354 € par mois, alors que le RSA, le revenu de solidarité active pour un célibataire, est de 535 €. Il y a un problème. Il y a un problème là. Bien sûr. Donc il veut réformer tout ça. Il veut une économie libérale, mais il a le souci des plus vulnérables dans la société. Et je pense qu'il a quand même un fibre social. Donc, je pense savoir ce qu'il veut. L'autre question? Non, c'était tout. C'était simplement, on en était là et on va même en terminer sur ce débat pour continuer quand même sur Emmanuel Macron, parce que parmi les volontés de changement d'Emmanuel Macron, il y a donné un statut à la première dame de France. Le chef de l'État a, pendant sa campagne, voulu sortir de l'ambiguïté sur le rôle, le nombre de collaborateurs, le budget alloué à l'épouse du président. Ça n'est pas du goût de tout le monde. Une pétition sur Internet a déjà rassemblé plus de 200 000 signatures contre un statut de première dame pour Brigitte Macron. Et on a d'ailleurs appris, il y a 2 heures environ, qu'il n'y aurait plus de statut finalement. Il y aurait une charte de la transparence avec des lignes beaucoup plus floues et en tout cas pas légales. Est-ce que la mission est remplie du coup, Ludovic Vigogne? Non. Moi je pense que Emmanuel Macron avait raison. Ce statut de la première dame, il est nécessaire, il est logique, il y a un devoir de représentation qui ne choque personne. Et puis ça permettait de sortir d'une ambiguïté, ça rentrait dans la continuité de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en demandant à la Cour des comptes de viser chaque année le budget de l'Élysée. François Hollande avait continué ce travail de transparence. Donc il était logique que ce choix de donner désormais un budget, un statut très clair à la première dame soit mis en œuvre.
Si l'Élysée revient sur ce choix, si on décide une charte, qui est un mot qui veut tout et rien dire, moi je trouverais ça un peu dommage et même un peu incompréhensible. Certes, il y a une pétition, certes, il y a 200 000 personnes qui l'ont signée, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui? À l'ère des réseaux sociaux, on signe une pétition comme on va acheter une baguette. Donc c'est pas signifiant, ça n'a pas de sens. Et je trouve que ce serait un recul même qui serait assez inquiétant sur sa volonté de mener à bien des... C'est même pas une réforme. C'est une petite évolution qui ne choque, qui ne dérange pas grand monde, à mon avis. Est-ce qu'il faut un statut de la première dame de France, Lara Marlot? Elle a déjà de facto un statut. C'est vrai. De toute façon, toutes les premières dames, Danielle Mitterrand, Bernadette Chirac, Carla Bruni, enfin Cécilia n'est pas restée longtemps. Elles ont un budget des collaborateurs, mais le problème c'est que c'est pas clair. Oui, bon, moi je préfère que ce soit clair. Et puis je trouve que Brigitte Macron est une dame talentueuse et charismatique et c'est un atout pour la France. Il faut la mettre en valeur, il faut l'exploiter en quelque sorte. J'y vois vraiment pas de mal. Et non seulement j'y vois pas de mal, mais je pense que j'y vois un coup fourré de la part des Insoumis. Parce que n'oublions pas qu'ils avaient proposé un amendement à l'Assemblée la semaine dernière pour dire les conjoints du président, du Premier ministre, des parlementaires ne doivent pas bénéficier, pouvoir utiliser des fonds publics, blablabla. Je suis désolée, mais l'épouse du président, c'est pas la même chose que l'épouse d'un député ou l'époux d'un député. C'est pas la même chose. Guillaume Perrault. Alors moi déjà, j'aime pas l'expression, j'arrive pas à me faire cette expression de première dame parce que c'est un américanisme. C'est vrai. En fait, ça désigne, c'est apparu, je préfère une expression française. C'est apparu aux États-Unis dans les années 30. Pour désigner Eleanor Roosevelt, l'épouse de Roosevelt. Avant, on n'utilisait pas cette expression de First Lady aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'était la première à revendiquer un rôle public. Avant, c'était des premières dames effacées qui se cantonnaient, si je puis dire, à de la représentation. Eleanor, elle a voulu aller plus loin. Elle a exercé une fonction politique. Elle a eu des missions aux Nations Unies, dans les premiers pas de l'Organisation des Nations Unies. Bon, en effet, on a toujours eu sous la Ve République et même sous la IVe République, des fonctions, enfin un rôle coutumier, sans statut, et ça a très bien fonctionné longtemps. Anémone Giscard d'Estaing, par exemple, elle avait créé une fondation pour l'enfance maltraitée, qui avait été notamment alimentée par les droits d'auteur de Démocratie française, qui était le livre de Giscard, qu'il avait publié quand il était à l'Élysée. Le pas décisif, ça a été de soumettre au contrôle du Parlement le budget de l'Élysée. À partir du moment où vous avez un rapporteur spécial de la Commission des finances qui est chargé de l'audit du budget de l'Élysée, il peut tout à fait avoir toutes les informations nécessaires pour qu'on sache quel est le nombre de collaborateurs dévolus. Et donc, ça me paraissait tout à fait inutile. Et pourquoi, à mon avis, il y a ce cafouillage, cet embarras à l'Élysée? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que le terme statut était ambigu. Ça fait penser à statut de la fonction publique, comme si on allait créer des droits nouveaux. En fait, il s'agissait simplement de codifier ce qui existait. Il s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'il a voulu faire de la com. C'est bien fait pour lui. Il s'est pris les pieds dans le tapis encore une fois. C'est quand même un sujet assez secondaire. Moi, je pense pas. Je pense que ça ne l'affecte pas beaucoup. Premièrement, deuxièmement, les Français ont, à mon avis, un regard plutôt sympathique sur Brigitte Macron. Pour moi, elle a un côté Bernadette Chirac sympa, c'est-à-dire une certaine proximité, comme Bernadette Chirac pouvait avoir, mais Bernadette Chirac, en privé, elle était dure en affaires. Oui, pardon, simplement une question. Est-ce que le fait de passer de statut à charte ne va pas laisser entendre dans l'oreille des Français, il se dédie, ce qui est jamais bon pour un président? Si, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve qu'il y a un côté, il y aurait l'idée qu'il recule sur un sujet extrêmement secondaire, extrêmement subalterne, et alors que la rentrée politique pourrait être assez compliquée pour lui, ce serait pas forcément un bon signal à donner. Donc un point de perdu pour vous sur ce dossier. On va se retrouver dans un petit instant pour parler des suites de la